Merci d'être avec nous. Il est bientôt 20h. Votre rendez-vous jusqu'à 21h. Qui va vous convaincre? Vous connaissez le principe. 4 personnalités, 4 points de vue, 90 secondes chrono pour convaincre. Et avec nous, ce soir, Rosa Méziane qui va nous donner des solutions, toutes les solutions, pas pour le climat, mais pour les quartiers. Rosa Méziane, vous êtes présidente de Move Territoire. On est aussi avec Camille Etienne qui va nous parler, elle, pour le coup, du climat et de ceux qui n'ont pas encore compris que c'était important. Vous êtes activiste, écologiste. Nous sommes également avec Rafik Smati. Vous allez nous parler des jeunes. Un petit coup de gueule contre les jeunes. Bougez-vous, les gars et les filles. Il va falloir arrêter de se plaindre. Vous êtes, je le rappelle, chef d'entreprise. Et puis Alain Duhamel, qu'on ne présente plus, qui va nous parler d'un homme qui fait débat 200 ans après sa mort. Rosa Méziane, c'est avec vous qu'on va commencer. Comment aider, comment sauver les quartiers comme Trappes, par exemple? Écoutez. Ce qui est sûr, c'est qu'il ne doit pas y avoir d'endroit dans la République où on ne doit pas dire ce qu'on pense. Et le professeur a eu raison de dire ce qu'il pensait être sa vérité. Et nous devons l'écouter. Et il ne doit pas y avoir d'endroit dans la République où nous ne devons pas imposer l'ordre républicain. Il y a dans notre pays de plus en plus de petites républiques islamiques qui se constituent dans beaucoup de territoires, dans beaucoup de banlieues. Et vous avez peut-être entendu tout à l'heure Samia Ghali sur notre antenne dire mais pourquoi pas l'armée dans les quartiers pour sécuriser ces quartiers, pour permettre à tous ceux qui y vivent, jeunes compris évidemment, d'aller mieux. L'armée dans les quartiers, ça marche ? Non, Trappes, Poissy, Marseille, la moindre vidéo, le moindre fait divers ou témoignage sur le sujet enflamme les réseaux sociaux et enflamme la sphère politico-médiatique. Mais c'est quoi les quartiers populaires? Eh bien, c'est 42% de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté, c'est-à-dire avec moins de 900 € par mois pour vivre. C'est près de 100 000 jeunes qui sortent du système scolaire en France et pour leur grande majorité, ils sortent des quartiers populaires. C'est seulement 30% des lycéens des quartiers qui finissent leurs études dans le général. C'est un sentiment d'insécurité qui explose. Près de 25%, avec des caïds qui tentent de récupérer les quartiers et un trafic de drogue qui gangrène la tranquillité des habitants. Mais c'est aussi un quart des habitants des quartiers populaires qui ne se soignent pas dignement, tout simplement parce qu'ils n'en ont pas les moyens. C'est parfois un seul généraliste dans toute une cité de 3, 4, 5 000 habitants. Et bien quand j'entends qu'il faut ramener l'armée dans ces territoires, forcément je bondis de ma chaise. Moi pourtant, petite fille de militaire avec un profond respect pour nos forces armées, une réelle admiration, eh bien, n'en déplaise à Samia Ghali, même si je l'apprécie par ailleurs, eh bien, ce n'est pas des quartiers, ce n'est pas des militaires dont on a besoin dans les quartiers, mais bien des enseignants, des éducateurs, des policiers aussi, beaucoup de policiers, des infirmiers, des médecins et des entreprises, parce qu'il nous faut des emplois. Alors, avec mon association Move Territoire, on a fait le tour de France des quartiers populaires. Des solutions, il en existe avec des acteurs qui ont une formidable énergie, parce que c'est eux aussi la force vive de la nation. Et je pense que les hommes politiques et les femmes politiques doivent un petit peu se mettre au travail, arrêter les politiques stériles, parce que c'est ça, faire France. Bravo. Voilà, pas d'armée dans les quartiers, ce qu'il faut, ce sont des enseignants, ce sont des gens qui aident les jeunes, ce sont des chefs d'entreprise qui créent des entreprises, qui créent de l'emploi. C'est à vous que je m'adresse, Rafik Smati. Vous êtes d'accord ou pas? Pas d'armée dans les quartiers? Convaincu? Madame Méziane a raison dans ce sens où il ne faut évidemment pas stigmatiser les quartiers. Et vous avez dans les quartiers, parce qu'on appelle ça les quartiers, mais en réalité, vous avez 99% de gens comme vous et moi qui ne demandent qu'une seule chose, c'est de vivre correctement et tranquillement. Voyez-vous, il y a environ un an, je me suis rendu dans un quartier nord de Marseille, où j'ai notamment rencontré des jeunes qui étaient désireux de me rencontrer en tant que chef d'entreprise. J'ai parlé avec eux informatique, j'ai parlé création d'entreprise, ils avaient 15-16 ans, et je voyais dans ces jeunes des paillettes dans les yeux. Mais qu'est-ce qui s'est passé quand je suis sorti de ma rencontre avec ces jeunes? J'ai été pris en escorte par une sorte de milice armée de voyous qui étaient sur leur scooter et qui se sont réclamés comme étant la police du quartier. Eh bien, voyez-vous, si nous voulons donner leur chance à tous ces jeunes qui sont dans ces quartiers, qui veulent se battre, qui ont des rêves et qui veulent réussir comme tous les Français, eh bien, nous avons le devoir de faire régner l'ordre dans ces quartiers. Non pas pour nous, mais pour eux. Et donc, s'il y a un cran supplémentaire à mettre en œuvre pour reconquérir ces zones qui ont été abandonnées par notre pays, par la République, eh bien, il faut le faire. L'armée, c'est une solution, c'est peut-être pas la seule. Je soutiens l'idée qui est portée par le général Bertrand Soubelet, qui consiste à dire qu'il faut mettre en place des task force de militaires, de gendarmes, de policiers, d'éducateurs, de psychologues, de juges,
pour aller traiter quartier par quartier et faire en sorte que nous laissions les jeunes de ces quartiers, ceux qui veulent réussir, ceux qui ont la niaque, leur donner la possibilité de réussir, ce qu'ils ne peuvent pas faire aujourd'hui. Oui, mais c'est une mauvaise solution. Et pour le coup, moi, j'y étais pas l'année dernière, mais il y a à peine 3 semaines dans les quartiers nord de Marseille. Et effectivement, moi, je crois qu'il faut véritablement une sécurité réelle, avec des policiers qui rentrent partout et qui font leur travail. Mais pour pouvoir avoir des policiers, il faut d'abord les recruter. Et je regrette de dire et de constater qu'effectivement, aujourd'hui, nos écoles de police ne sont pas remplies parce que c'est un métier qui n'attire plus. Donc il faut bien évidemment revaloriser le métier de police, le métier de policier et le renforcer. Mais on ne peut pas tout voir sous le prisme de la sécurité. Et on l'a vu dans les chiffres que je viens d'énoncer, la République, elle n'y est plus parce qu'on n'est même plus dans l'égalité des chances, on n'arrive même pas à avoir l'égalité des droits. Et donc ça, c'est une réalité qu'on occulte. Beaucoup d'hommes et de femmes politiques ont mis certaines problématiques sous le tapis parce que ce n'étaient pas leurs électeurs ou parce qu'ils devaient déjà s'estimer d'être heureux de là. Gérald Darmanin a promis 300 policiers supplémentaires pour Marseille, 100 dans le courant de l'année. Ce que nous a dit Samia Ghali tout à l'heure, c'est un pansement. Mais ça fait des années qu'on nous promet des centaines de policiers, ils n'arrivent jamais. Mais c'est combien 300 policiers à l'échelle du nombre de quartiers populaires? Donc ça ferait quoi à l'échelle des quartiers? 2, 3 policiers supplémentaires? C'est rien. Non, la police, l'armée ou les éducateurs ou l'armée, l'armée, c'est complètement absurde. Dans une démocratie, l'armée n'est pas chargée du maintien de l'ordre. Elle est là pour faire la guerre. Franchement, elle est faite pour défendre un territoire. Et je rappelle que l'armée en France n'a pas le droit d'interpeller un simple citoyen, y compris par exemple en Guyane, quand les militaires sont détachés pour aller travailler sur des camps de repailleurs clandestins, ils emmènent avec eux un gendarme. Et c'est le gendarme qui procède aux arrestations. Alors donc je reprends. Les militaires, en tant que tels, n'ont rien à faire dans les quartiers. Je pense qu'il y a 2 problèmes énormes. Le premier, c'est que les quartiers en question, pour lesquels il y a eu beaucoup de tentatives importantes avec des plans villes et énormément d'argent. Mais ce qui a été complètement raté, c'est la mixité des origines. Et de ce point de vue, on n'a pas du tout progressé, au contraire. Et la deuxième chose, c'est que pour attirer, comme vous le disiez, des chefs d'entreprise, des enseignants, des policiers, etc., encore faudrait-il, puisque c'est plus difficile qu'ailleurs, leur proposer des avantages nettement plus intéressants qu'ailleurs. Ça veut dire que pour attirer des chefs d'entreprise, il faut peut-être des zones franches, comme on l'a déjà fait ici. Il faudrait une sorte de discrimination positive, c'est ce que vous dites. Il faut un éventail de discrimination positive. Alain, qu'est-ce qui a changé dans ces quartiers? Parce que ce que vous racontez, c'est un peu l'histoire de la France, en tout cas pendant la deuxième partie du XXe siècle. Les populations qui venaient d'ailleurs étaient parquées pardon pour le mot, dans ces quartiers. C'était pas forcément des gens d'Afrique du Nord au début. C'est des gens qui ont réussi à sortir de ces quartiers pour la plupart. Aujourd'hui, on n'arrive plus à sortir des quartiers. C'est ça le problème. C'est-à-dire qu'il y a plus de... Ce sont toujours les derniers arrivés. Évidemment, et ça complique les choses. Et c'est absurde de les entasser tous dans les mêmes territoires. C'est complètement ridicule. Et on le sait. Mais simplement, ça veut dire, par exemple, c'est pour ça que je vous dis qu'il ne s'agit pas d'agiter des slogans, mais qu'il faut des moyens. Ça veut dire, par exemple, qu'il doit y avoir une politique du logement complètement différente. Or, la politique du logement, en ce moment, échoue. Camille Etienne, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour aider les jeunes à sortir des quartiers? Et quand je dis ça, évidemment, c'est les jeunes qui n'arrivent pas à trouver de débouchés, qui n'arrivent pas à trouver de boulot, qui n'arrivent pas à faire des études. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? Très concrètement, je ne parle pas des milliards d'euros qui ont été déversés dans ces quartiers depuis des années et qui, alors oui, il y a peut-être plus de parcs. Pourquoi pas investi? Pourquoi déverser? Oui, investi. Quand je dis déverser, je vais vous dire pourquoi. Oui. Je dis déverser. Je dis déverser parce qu'on a l'impression que malgré tout cet argent, ça n'a servi à rien. Mais c'est combien? Si cet argent... Mais c'est combien? Plusieurs milliards. Oui, plusieurs milliards. Mais à l'échelle, oui, mais vous savez, plusieurs dizaines de milliards. Mais à l'échelle de 40 ans, sur des politiques publiques, moi je vous le dis, c'est pas grand-chose. Et en fait, la difficulté, c'est qu'à chaque fois, on préconise en fait des pansements et des rustines pour des problèmes qui sont béants. Et moi, je suis assez d'accord qu'il faut effectivement retrouver plus de vie dans ces quartiers, qu'on ne décrète pas la mixité sociale et que pour qu'il y ait une mixité sociale, il faut qu'il y ait un cadre de vie agréable, c'est-à-dire des services publics et un environnement où ça puisse être viable. Pardon. C'est, à mon avis, pour moi, le problème là, qui résume à peu près tout ce débat, c'est qu'on parle à leur place.
Et c'est ça qui est grave, c'est qu'en fait, on les invite pas sur les plateaux télé, on les invite pas Pardonnez-moi, autour de la table. j'y suis née, j'y ai grandi, Oui, j'y très bien, travaille encore. Si vous me laissez développer mon argumentaire, vous verrez que je dirais que vous êtes peut-être celle qui était le plus à même de pouvoir en parler parce que vous travaillez sur ces questions-là quotidiennement. Mais ce qui est dommage, c'est qu'ils sont absents. Et donc, si vous êtes d'accord avec moi, j'imagine, pour dire qu'ils sont suffisamment, absents dans les médias, ils sont pas à la table des négociations, là où on prend les décisions, on leur demande pas. Donc, en fait, peut-être qu'au lieu de dire simplement, il faudrait plus de ci, plus de ça, il faudrait qu'on soit capable de leur donner leur parole et de véritablement leur demander et arrêter d'essayer de prendre des décisions qui nous concernent pas. Maintenant, plus que, évidemment, que l'armée, ça me paraît... Pourquoi ça au ne nous mieux concerne absurde pas si ce n'est pas risible. Mais surtout, ce qui est dangereux, c'est que même les policiers, pour moi, c'est pas du tout une solution. On voit les violences policières, on voit les contrôles aux faciès. Mais non. Est-ce qu'on répond avec encore plus de violence? Enfin, c'est aberrant, bien sûr, que ce qu'il faut, c'est réussir à avoir des profs, c'est avoir des classes qui sont pas complètement... où il y a plein d'élèves entassés et qu'on laisse à l'abandon. Bien sûr que ce qu'il faut, c'est de l'éducation et c'est de la considération et c'est de les inclure dans le débat public parce qu'ils ont une parole et parce qu'en fait, on les invisibilise et donc en les invisibilisant, on prend des décisions qui sont complètement à côté de la plaque. Et donc oui, peut-être, on déverse des milliards parce que concrètement, on n'est pas capable, si on ne demande pas concrètement à la personne de quoi il a besoin, on n'est pas capable de prendre des décisions pertinentes. Je suis à moitié d'accord parce qu'en fait, bien évidemment qu'il ne faut pas parler à leur place et moi, si je fais aujourd'hui un tour de France des quartiers populaires et si depuis un certain nombre d'années, je travaille avec les associations sur le territoire, c'est parce que je pense que les meilleures solutions, elles proviennent de ceux qui en vivent. Donc ils vous disent qu'il faut plus de police ? Alors, ben oui, détrompez-vous. Aujourd'hui, ils aspirent Évidemment. en fait à plus de tranquillité. Pourquoi on a un sentiment d'insécurité de 25% ? Tout simplement parce que c'est aussi là qu'il y a plus de délinquance. Donc oui, il faut arrêter le fantasme, ou en tout cas la position victimaire, où les gens des quartiers populaires ne voudraient pas de policiers. Par contre, ils ne veulent pas que des policiers. Ils veulent plus d'enseignants, ils veulent plus de soignants, ils veulent plus d'infirmiers, ils veulent du business, ils veulent des affaires qui prospèrent aussi. Et donc je pense qu'on doit avoir une vision d'ensemble et arrêter en fait d'avoir une vision très politicienne. Et c'est ce qui est toujours gênant en fait dans ce territoire, c'est que bien évidemment, enfin dans ce problème, c'est qu'on donne peut-être pas suffisamment la parole à ces territoires, mais je ne crois pas que ce soit un problème que de gens des quartiers populaires. La question des quartiers populaires, ça nous concerne tous en fait, parce que faire France, eh bien c'est vous, c'est Monsieur Smati, c'est Monsieur Duhamel, c'est tout le monde en fait. Il faut qu'on les invite à la table. Ce qui est gênant en fait, c'est qu'on pense en fait qu'il n'y a que les quartiers populaires qui doivent se mobiliser. Moi, je pense que c'est un véritable problème français et que tout le monde doit vouloir la réussite de ces quartiers. Et donc arrêter de les invisibiliser, c'est peut-être justement ça, les inviter autour de la table. Il y a quelque chose et les prendre en considération. Il y a quelque chose d'assez choquant dans ce que vous dites. Vous dites les, eux et nous. Mais non, nous sommes eux et ils sont nous. Nous formons la même société. Non, mais alors, est-ce que vous vivez dans un quartier aujourd'hui ? Mais j'y vais souvent et je les connais beaucoup plus que vous ne le croyez. Et je peux vous dire. Vous vivez dans un quartier aujourd'hui ? Oui ou non, c'est ça la question. Donc c'est pour ça que je dis parce que nous ne vivons pas dans un quartier aujourd'hui. Je pense que les personnes qui vivent dans le quartier sont plus à même de savoir quelle politique est ou pas adéquate à cet endroit. Personne ne peut accepter, pour l'intérêt des gens qui y vivent, que ces zones soient des zones de non-droit qui soient tenues par des caïds. Ce n'est pas possible. Si vous vous dites, il faut qu'on les invite pour leur demander leur avis et pour voir s'ils sont d'accord pour vivre avec des caïds ou pas, c'est le début de la capitulation. Le principe de base d'un contrat social, c'est la sécurité. Ce que nous avons le devoir d'offrir aux populations, aux Français qui vivent dans ces quartiers, c'est la sécurité. Et ensuite, on peut discuter de tout le reste, de l'éducation, des projets d'avenir, etc. Mais sans sécurité, vous n'avez aucune liberté. Voilà, c'est l'heure maintenant de voir qui vous a convaincu. Alors, convaincu ou pas, Alain Duhamel? Globalement, oui. Alors, j'y mets pas des conditions, mais la nécessité des moyens dont j'ai parlé, mais convaincu, oui. C'est toute la difficulté entre le bandeau et le raisonnement. Moi, je suis d'accord et convaincu par le raisonnement. Je pense qu'il faut de la matière forte, et y compris l'armée. Mais je vais quand même voter vert parce que c'est votre première et parce que j'adhère avec votre raisonnement. Merci. Camille. Pour le fait qu'il ne faut pas mettre l'armée complètement, oui, je suis d'accord. Maintenant, pour moi, la police là-bas ne veut pas dire forcément la sécurité. Donc, je dirais non parce que le raisonnement global, je ne peux pas le cautionner. 2 oui, 1 non. Je ne sais pas si c'est pas mal ou pas. Mais je reviendrai pour essayer de faire mieux, en tout cas. Voilà. On passe à la suite et on l'évoquait tout à l'heure dans cette émission, il y a 1 heure à peu près, dans le 19h. La maison brûle et on regarde ailleurs. Regardez ces images, ce sont des images météo de ces dernières heures, de ces derniers jours, avec une vague de froid historique aux États-Unis. On est entre 20 et 25 degrés dans le sud-ouest en France. L'Acropole, regardez comme c'est joli quand même. L'Acropole à Athènes,
sous la neige et puis ces inondations qui n'en finissent pas à Saintes en Charente-Maritime. La météo est devenue complètement folle depuis quelques années. C'est ce que nous disait Jean Jouzel tout à l'heure, notre invité, le climatologue. Camille, les variations climatiques, pour vous, elles disent quelque chose, c'est que l'écologie, c'est plus une opinion. L'écologie, c'est pas une opinion. Et vous avez sans doute dû le voir, ou plutôt le ressentir, les événements météorologiques extrêmes s'accentuent. Après 2020, l'année la plus chaude jamais enregistrée en France, c'est maintenant des vagues de froid qui s'abattent partout en Europe. Et j'espère qu'avec ces vents froids, blottis sous nos gants Bluetooth, on réalise par la même occasion que l'urgence climatique, elle est là, bien réelle, sous nos yeux. La question, c'est de savoir si on décide de les ouvrir et de lui faire face, ou bien de continuer à détourner le regard parce que c'est simplement plus facile. L'urgence écologique, c'est des milliers de scientifiques, d'experts qui s'accordent pour sonner l'alarme et dire qu'on est allé trop loin. C'est des graphiques, des données précises et rigoureuses, mais aussi surtout derrière des gens. Alors je le rappelle à chaque fois, mais parce que moi ce chiffre il me terrifie. Je ne sais pas si vous savez qu'il y a 50 000 personnes qui meurent chaque année en France de la pollution de l'air. À ce que je sache, on n'a pas attendu 50 000 morts du Covid pour clouer les avions au sol, fermer les usines, mettre de l'argent public sur la table, pour enfermer les gens chez eux. Bref, pour agir et limiter la propagation du virus. Bien, mal, avec maladresse, peut-être, j'en sais rien, je suis pas épidémiologiste, mais ce que je sais, c'est qu'on a agi, je le sais, parce que j'ai ressenti dans mon quotidien. Et il y avait une menace qui pesait sur nous, qui mettait en danger les plus fragiles d'entre nous, alors on a décidé d'agir, collectivement. Aujourd'hui, depuis maintenant beaucoup d'années, il y a des scientifiques de tous les pays du monde qui s'accordent pour dire qu'il est urgent d'agir pour le climat. Et qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on a? Rien. Et c'est bien justement ce vide qui m'inquiète. Ce vide qui me fait peur, qui me terrifie aujourd'hui. Donc je suis pas là pour vous convaincre d'agir, ni pour vous dire qu'il faut croire ou pas au réchauffement climatique comme on croit au Père Noël, mais bien pour vous dire que la maison brûle. La maison brûle, Alain Duhamel, ça fait penser à un certain Jacques Chirac, évidemment. Oui. L'écologie n'est pas une opinion ? Je pense que c'est à la fois une réalité, une nécessité et une opinion. Ce que je n'aime pas, c'est quand on en fait un argument d'autorité. Parce que je n'aime pas les arguments d'autorité et l'idée de dire c'est scientifique donc non. Moi je crois tout à fait à la nécessité de l'écologie. Je suis absolument pas climato-sceptique, mais je n'aime pas qu'on me dise c'est la science qui, donc vous devez... Parce que ça, c'est aussi ce qu'on a dit dans certaines idéologies dans le passé. Ça n'est pas, on n'assène pas des vérités armées de chiffres en disant et de toute façon pas de discussion. Si, on a le droit de discuter, on doit toujours discuter, on doit mettre en cause, on doit réfléchir, on doit débattre. Mais c'est ce qu'on fait, mais pour le reste, non. Le ton, c'était pas du tout ça. Le ton, c'était je vous assène une vérité. C'était pas je. C'est pas moi qui l'invente, hein. En fait, c'est le rapport du GIEC, par exemple. Le ton, c'est votre ton. Peu importe que vous n'aimez pas mon ton, ma personne, ma couleur de cheveux, ma voix, j'en ai à peu près rien à faire. Je vous aime pas, ça c'est enfantin. Non mais écoutez, ça c'est pas un débat intéressant. Ce qui est intéressant, c'est de savoir. C'est votre débat qui est intéressant. Il y a un rapport du GIEC, par exemple. Non, mais c'est pas le mien. En fait, c'est ça que je veux faire comprendre. C'est que c'est pas le mien. C'est que ça me fait pas plaisir d'avoir ce rôle-là. Moi, ce que je fais, c'est simplement ce lien entre des scientifiques qui sont unanimes, qui sont là pour nous dire on n'a plus le temps. Il faut vraiment prendre ce problème à bras-le-corps. Discuter, la Convention citoyenne pour le climat l'a fait. Ils ont débattu dans un hémicycle, 150 citoyens tirés au sort sur des mesures. On a eu un espace de débat, c'était pertinent. Maintenant, il y a des mesures qui en sortent et là, de cet espace de débat est né concrètement un plan d'action qu'on pourrait mettre en place. On ne le met pas en place. Donc c'est pour ça aussi que je suis en train de dire, quand un espace de débat existe et qu'il en ressort quelque chose, on ne le met pas en place. Pourquoi? Eh bien, c'est mieux dit cette fois-ci que la première fois. Donc vous êtes d'accord? Ce que vous venez de dire là, oui, est tout à fait acceptable. Très bien. Donc alors, on va mettre en place ces mesures de la Convention citoyenne pour le climat. Je compte sur vous pour aller le dire au président Macron qui, depuis un certain nombre de semaines... Et il mettra même peut-être sa veste verte pour le faire. Afik Smati, qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que l'écologie est une opinion ou pas? Dire que la protection de l'environnement de notre planète est une priorité cardinale, je crois que ça tombe sous le sens. Et c'est pas quelque chose qui se discute. Et je vous rejoins complètement. Mais en revanche, je n'adhère pas à votre idée assez tranchée qui consiste à dire que ce n'est pas une opinion, mais en fait que la réalité, c'est celle que vous énoncez vous. Je vais vous donner quelques exemples. Je me considère comme écolo. Je me bats pour la biodiversité. Je suis terrifié par l'idée d'une 6e extinction. Je suis terrassé par la pollution plastique. Mais je considère que l'énergie la plus propre pour assurer la transition, et précisément pour lutter contre le réchauffement climatique, c'est l'énergie nucléaire, et en particulier le nucléaire de 4e génération qui arrive. Alors, est-ce que vous me donnez
un brevet d'écologie, est-ce que j'ai le droit d'exprimer cette opinion qui n'est pas la vôtre? Ce que je veux dire, c'est que finalement, l'écologie, c'est un débat. Ce sont plusieurs façons d'appréhender un sujet qui est un sujet immense, qui est un sujet qui nécessite tout sauf des postures dogmatiques. Donc si, quelque part, l'écologie est une opinion, parce qu'il y a plusieurs manières d'appréhender le sujet. Donc vous, quand vous avez des scientifiques qui travaillent pendant... donc vous voyez comment ça fonctionne le GIEC, c'est des groupes de travail. Mais moi je peux vous citer plein de scientifiques qui considèrent que l'énergie la plus propre du monde aujourd'hui c'est l'énergie nucléaire. Donc on ne va pas rentrer dans ces batailles d'experts. Est-ce que je vous ai parlé ça ou pas du tout? C'est pas ça ma question. Donc, ma question c'est de dire... Alors est-ce que vous validez? Est-ce que vous validez? Non mais c'est important parce que vous dites que ce n'est pas une opinion. Donc on devrait être d'accord. Donc on devrait être d'accord. Est-ce que vous validez l'idée que l'énergie nucléaire est une énergie propre qui n'émet pas de gaz à effet de serre? Est-ce que vous validez ça? C'est une réalité, mais c'est une énergie qu'aujourd'hui n'émet pas de gaz à effet de serre. On a besoin pour une partie de la transition. Maintenant, ça c'est une question on doit laisser la place à des scientifiques. Il y en a qui montrent qu'il y a tout un tas de problèmes avec le nucléaire, qu'on ne peut pas comme ça balayer d'un revers de main. C'est des questions d'ingénieurs, c'est technique et pointu. Moi, ce que je veux qu'on fasse comprendre, c'est que c'est pas quelque chose qu'on peut réserver à une partie d'un département RSE, qu'à un gouvernement, qu'à un parti politique, et que ça doit être quelque chose dont on doit tous se saisir, dont on doit débattre en tant que société, qu'on doit poser sur la table, et on doit débattre de vers quelle solution on veut aller, vers quel chemin on veut aller. Ça c'est certain. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que être écolo, c'est pas un sport du dimanche, c'est pas un hobby de bobo en mal de jardinage du vendredi. C'est pas ça, c'est vraiment des scientifiques qui sont là pour nous alerter et qu'on essaie de faire tomber dans une idéologie en disant voilà, écoutez, c'est quelque chose, bon voilà. Non mais c'est une philosophie être écolo. Mais en revanche, vous évoquez les scientifiques. Je trouve que c'est extrêmement pernicieux parce que moi je vous livre des scientifiques extrêmement respectables qui vous diront le contraire de ce que vous dites. Donc, ils diront quoi, que le réchauffement climatique n'est pas dû à l'homme, c'est ça? Il y en a qui vous le disent par exemple. Ce n'est pas mon cas. Ce n'est pas ma proposition, mais il y en a. Combien sont-ils en proportion face à toute la communauté scientifique? N'instrumentalisez pas les scientifiques pour essayer de... Alors écoutez, j'ai bien N'instrumentalisez pas les scientifiques pour valider un raisonnement dont vous dites ensuite qu'il n'est pas une opinion. Est-ce que vous avez une idée en proportion? C'est très totalitaire comme J'ai une question pour vous, si vous voulez bien y répondre. J'ai répondu à la vôtre. En proportion, combien de scientifiques pensent que le réchauffement climatique n'est pas dû à l'homme, comparé au consensus général qu'il y a? Mais on s'en fout, on n'est pas là pour compter le nombre de scientifiques, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Rosa Méziane. Alors, la question, elle est simple, l'écologie n'est pas une opinion. Je pense qu'il y a un débat presque même de champ lexical. Moi, je crois effectivement que c'est une priorité absolue parce que, et ça doit même être mondial, parce qu'on a beau faire des efforts à l'échelle nationale, si le géant chinois ou le géant américain font l'inverse, vous savez, nos petits efforts serviront pas à grand-chose. Donc oui, il y a une prise de conscience qui est nécessaire parce qu'on va droit dans le mur et que les efforts à faire sont de plus en plus importants plus les décennies passent. En revanche, ce qui peut être une opinion, c'est les moyens. Et je crois que c'est ce que vous nous avez donné à voir depuis tout à l'heure, c'est qu'on n'arrive pas à s'entendre sur les moyens et qu'au final, on continue à perdre du temps. Donc oui, ce n'est pas une opinion. En tout cas, c'est une nécessité absolue. Et non, ça reste une opinion, en tout cas dans la manière dont on doit débattre des moyens. Si je devais faire un 50-50. 50-50, ça vous irait un 50-50 sur opinion, mais pas que? Je veux un 100% d'action, moi. Donc sur ça, on est d'accord. Mais c'est quelles actions? Je pense que depuis tout à l'heure, en fait... Mais il y a eu un espace de débat très concret. Là, pour être rentré très concrètement dans l'actualité, la loi climat qui a été mercredi dernier au Conseil des ministres était censée retranscrire une grande partie des mesures de la Convention citoyenne, qui a été un espace de débat où il y a eu il y a eu Carrefour, il y a eu des gros groupes, il y a eu aussi des gens qui étaient plus des scientifiques. Voilà, il y a eu plein de gens sur plein de sujets. Et il y a eu 150 citoyens qui ont réfléchi concrètement à des mesures qu'on pourrait mettre en place. Et là, ils ont eu cet espace de débat. Et on en arrive avec un plan d'action. Et ce plan d'action, il est complètement ignoré par le gouvernement. Il est amoindri. Il est complètement vidé de sa substance. La loi climat va dans le bon sens ou pas? Ignoré. Il est vidé de sa substance, absolument. Ça ne sert à rien, cette loi climat, pour vous? Mais la loi climat, aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez regardé concrètement ce qui se passe dans les faits. On part de, par exemple, un malus sur les voitures de plus de 1800 kg. C'est un quart du parc automobile. On est passé à 1400 kg. Et donc là, c'est 2%. On est parti d'une interdiction de la publicité sur tous les produits polluants à simplement sur les énergies fossiles, ce qui est très très rare. Vous verrez rarement des pubs de Total qui disent vive le pétrole. Je veux dire, c'est quand même pas... Donc en fait, par exemple proposer des menus végétariens systématiquement dans toutes les collectivités à uniquement, si vous avez envie, on teste, et dans les collectivités territoriales, donc ça excluait toutes les universités, les hôpitaux, les prisons. Donc en fait, c'est ça, le diable se cache dans les détails, et dans cette loi climat, les détails, c'est ce qui fait tout, et ces détails, ils ont été oubliés. Alain, vous aviez une question? Non, ce n'était pas une question. Ah pardon, c'était une affirmation peut-être? Non plus. Je regardais avec intérêt
se dérouler une nouvelle orthodoxie qui est, je pense, appelée à devenir dominante, et je le souhaite. C'est-à-dire plus de climat. Mais c'est-à-dire que c'est un fait qu'on a pris un retard. Pour le climat, On a pris un retard gigantesque, ça c'est une réalité. Que c'est vrai au niveau mondial, que c'est vrai au niveau européen, même si les Européens c'est plutôt moins mal que les autres. Et c'est vrai au niveau français, même si les Français, à cause du nucléaire, c'est plutôt également un peu moins mal que les autres. Il n'empêche que globalement, on a 50 ans de retard et que c'est une réalité. Et que cette réalité, si on n'en tire pas des conclusions pratiques rapides, cette réalité qui est déjà une catastrophe deviendra irréversible. Et donc, je prends ça parfaitement au sérieux. Avant le verdict, Rose. Oui, je voulais juste savoir, parce que effectivement, c'est pas mon sujet prédominant, mais savoir si on est capable pour avancer, de passer à côté de l'écologie punitive. Parce que là, par exemple, sur les 3 mesures que vous avez citées, il y a deux mesures, en fait, d'interdiction. Et je ne sais pas si, au final, dans l'esprit des Français, même si on a tous conscience que c'est une nécessité, cette manière, en fait, d'agir, au final, ne fait pas reculer les choses. Moi, par exemple, sur la question des menus, effectivement, je pense que c'est nécessaire et qu'on doit beaucoup plus l'imposer, que ça ne doit pas être un choix des municipalités. Mais par contre, sur les grands industriels, sur les entreprises, ou même sur nos comportements d'achat, au final, est-ce qu'il n'y a que ça qui fonctionne, l'écologie punitive ? Il n'y a pas du tout que ça, mais il y a aussi ça, et c'est important de se rendre compte qu'on a une urgence, qu'il faut qu'on soit capable d'y répondre, et que pour ça, on a besoin d'une réponse structurelle de l'État. Pour le Covid, on a une menace qui a pesé sur nous. Très bien, on a quand même interdit des gens de sortir de chez eux. Enfin, je veux dire, en termes de restriction de liberté, c'était fort. Il y a une menace, et on a dit, il y a un virus qui fait en sorte qu'il y a les plus faibles d'entre nous qui en meurent. Donc, on agit. Personne n'a dit, oh là là, ils sont fous, dis donc. Enfin, que certains, d'ailleurs, on les a quand même bien ridiculisés. On est tous d'accord à cette table pour dire qu'il était quand même un peu urgent de prendre des mesures. On peut être d'accord après ou pas quelles mesures, mais on n'a pas dit, oh là là, c'est punitif. Pour l'écologie, on s'inquiète quand on arrête de mettre du chauffage dans des terrasses ou quand on coupe un arbre de Noël. Enfin, est-ce qu'on se rend compte qu'en fait, il faut re-questionner un tout petit peu les termes. La liberté qu'on peut avoir de manger son steak ou de partir au bout du monde en avion pour un week-end, est-ce que la liberté des gens qui aujourd'hui payent les conséquences du réchauffement climatique, qui sont les plus précaires, la liberté d'avoir un air pur, la liberté de ne pas devoir quitter leur maison à cause de la sécheresse ou de la montée des eaux, est-ce que cette liberté-là, elle n'est pas plus grande, franchement ? Et c'est le moment du verdict, c'était une belle plaidoirie. Rafik Smati. Priorité cardinale, essentielle, priorité de civilisation, oui. Mais écologie de décroissance, non. C'est la croissance, c'est l'innovation et c'est la science qui régleront les problèmes dont vous parlez. Donc, pour l'écologie, j'ai envie de voter vert, mais pour votre proposition dogmatique, j'ai envie de voter rouge, mais c'est le vert qui va l'emporter aujourd'hui. Allez. Alain Duhamel. Je trouve que vous dites de façon rébarbative des idées justes. Et je trouve ça dommage. Parce que je trouve ça, parce que je trouve ça moins efficace de votre point de vue. Je pense qu'il ne faut pas traduire une nouvelle exigence totalement légitime par quelque chose qui ressemble à une orthodoxie obligatoire. Je ne crois pas que ce soit comme ça qu'on puisse fonctionner. Je ne crois pas qu'on puisse dire... je compte sur vous pour en parler, cette urgence à votre manière, alors j'en serais ravie. Je suis d'accord avec... J'en serais ravie, parlez-en tous les deux à votre manière. Si vous le faites mieux, je suis ravie que vous portez avec moi ce qu'on va vraiment... Mais c'est toutes les manières... Vous voyez, par exemple, on me demandait votre avis et on entend le vôtre. Et vous parlez aussi depuis tout à l'heure. On va laisser, oui, parce que là c'est Alain qui donne son verdict. C'était le moment du jugement. Alors je dirais, à mon grand regret, je suis d'accord avec vous. Oui. Convaincue pour l'impertinence de la jeunesse et parce que elle affirme ses positions avec entrain, avec énergie et je trouve ça formidable que la jeunesse se mobilise et moi j'ai été très admirative des différentes manifestations qu'on a pu avoir dans notre pays et dans le monde. Donc je crois que c'est des efforts qui sont à saluer et qu'il faut compter aussi avec ce discours-là de la jeunesse. Carton plein, donc. Oui. Sur la forme, peut-être pas sur le fond, d'après ce que j'ai cru comprendre, mais en tout cas, oui. Ce sont trois verts, voilà, 3 personnes convaincues, bravo. Arrêtez de vous plaindre, bougez-vous les jeunes. Oui, c'est difficile, c'est pas drôle, c'est compliqué d'avoir 20 ans depuis 2020, mais vous savez quoi, c'est la vie, c'est comme ça, et c'est pas en se plaignant que ça va aller mieux. C'est le message de Rafik Smati, on va l'écouter juste avant. La parole à vous les jeunes. L'enseignement à distance, ça isole tout le monde, chacun chez soi, de son côté. Et après, c'est vrai que tout ça, ça devient difficile par le fait que ce soit dans la durée,
que ce soit très long. Le plus dur, je pense que c'est le manque d'interaction. Moi, surtout, ce qui me pèse, c'est le manque de perspective d'avenir, en fait. Là, en ce moment, j'arrive pas à me projeter dans du mieux. Rafik Smati, vous avez 90 secondes pour convaincre. C'est dur d'être jeune aujourd'hui. Et tous les jeunes qu'on vient d'entendre ont évidemment raison. Il y a le risque de solitude qui est lié à la crise sanitaire. Il y a, de manière plus générale, le chômage de masse, les problèmes de logement, voire l'incapacité pour certains à se soigner. Certains jeunes sont dans des situations individuelles extrêmement tragiques et évidemment, cela, il faut les aider. Mais je n'adhère pas du tout à l'idée selon laquelle il y aurait une génération sacrifiée. Parce que cela sous-entendrait qu'il n'y a plus de perspective, qu'il n'y a plus d'espoir. Alors certes, nous traversons aujourd'hui la crise économique la plus grave depuis 80 ans. Mais l'économie, c'est une affaire de cycle. Ça va repartir, et ça repartira d'autant plus vite d'ailleurs que la stratégie vaccinale s'accélère et que l'on puisse enfin réformer l'État. Et il n'y a pas, en plus de ça, que l'économie. Il y a un moment de l'histoire. Jamais dans l'histoire de l'humanité, le potentiel de transformation a été aussi important. Les conquêtes à mener ont été aussi fascinantes, que ce soit des conquêtes écologiques, scientifiques, entrepreneuriales, démocratiques. La jeune génération a entre les mains un boulevard pour façonner un monde à son image. Alors, n'ayons pas peur de ce présent qui est certes extrêmement anxiogène et qui, en réalité, nous mène à une impasse. Regardons l'avenir. Si nous devons aider cette jeune génération à regarder l'avenir, nous devons le faire. Le « c'était mieux avant » n'existe pas, je n'y crois pas, parce que j'ai une certitude, ça sera mieux demain, et notamment grâce à votre génération. Merci beaucoup, ce sera mieux demain. Arrêtez de vous plaindre les jeunes, Camille, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, par où commencer? Ouh là là, elle n'est pas contente. Non, mais arrêtons de nous plaindre. En fait, je pense que peut-être on va commencer par c'est par quoi je suis d'accord, c'est que en fait ça sert à rien de faire ce combat de génération. Je pense que très honnêtement, quel intérêt de faire le combat de qui a eu la génération la plus ratée, qui a eu le plus de défis, à quoi? C'est une guerre d'ego, et cette guerre d'ego, on n'a pas le temps de la mener à mon sens. Donc je pense que ce qui est pertinent, c'est de se dire que chaque génération a répondu aux défis de son temps et que elle a toujours fait de son mieux, et que nous on essaie simplement de faire de son mieux. Je pense qu'il faut que nous, notre jeunesse, on ait la maturité de reconnaître aussi que les anciens, peut-être de l'expérience, se sont battus pour tout un tas de choses qu'on prend aujourd'hui pour acquis dans notre quotidien, qu'on n'a plus besoin de questionner. Mais je pense aussi qu'il faut que la génération d'avant, même si j'aime pas trop ce terme, comprenne et ne regarde pas uniquement avec condescendance, et comprenne aussi que c'est normal de bousculer un peu les codes. C'est normal de questionner les choses. Parce que c'est ça, grandir en fait. C'est se saisir des enjeux du monde, des enjeux un peu plus grands que nous-mêmes, de les prendre en nous et d'en faire corps et d'en faire quelque chose de beau. Alors parfois on est maladroit, on tombe, on fait mal peut-être, mais on essaye, et je crois que c'est ça, et je crois que c'est normal, et qu'heureusement qu'ils se plaignent, parce qu'ils font pas que se plaindre aussi, ils mettent sur la table, ils mettent dans l'opinion publique des questions qui les concernent, la précarité étudiante, les questions de genre, il y a plein de choses qu'on a envie de bousculer, et ça je pense que c'est bien et que c'est important, et que c'est ça grandir. Alain Duhamel, il faut que les jeunes arrêtent de se plaindre. Non, je ne dis pas ça. Je pense qu'ils traversent une épreuve qui est très dure, qui n'est pas la première, je veux dire moi, mes premiers vrais souvenirs, c'était des souvenirs de bombardement à la Libération. Donc c'était plutôt tragique comme premier souvenir. Donc chaque génération, évidemment, traverse à des moments différents, des épreuves différentes. Et il est de fait que pour les jeunes, et en particulier ceux qui ont entre 15 et 25 ans, la période actuelle est une période extraordinairement différente, difficile pour des raisons matérielles qu'on connaît bien, pour des raisons financières, difficile aussi parce que, et c'est, je trouve, ce qui sonne souvent le plus juste dans ce qu'on entend de la part de ceux qui s'expriment, c'est-à-dire l'idée que brusquement, il devient à la fois impossible de mener une vie sociale, même minimale, et d'autre part, de se projeter en avant. Et que ça, effectivement, c'est quelque chose qui est terrible et dont je comprends très bien que ça, plus qu'inquiète, que ça désespère certains. En même temps, je voudrais quand même souligner qu'on n'a pas laissé une génération brusquement dans l'eau alors qu'elle ne sait pas nager. C'est pas comme ça que ça s'est passé. On a quand même, Dieu merci, pris des décisions. La France est quand même un des pays où, en gros, on a continué à ouvrir les écoles et où on essaye de réouvrir progressivement l'université, ce qui est d'ailleurs tout à fait souhaitable. C'est un pays où
on a confiné le moins possible. Alors on confine toujours trop, je veux dire, à vivre, c'est toujours trop. Mais on l'a fait moins que les autres. Et on est un pays où, heureusement, on aurait dû d'ailleurs le faire plutôt un mois avant, s'agissant par exemple des étudiants, l'idée du repas, même s'il n'est pas formidable, à 1 euro, c'est une idée généreuse, nécessaire, qui doit être complétée d'ailleurs par des aides au logement qui existent, mais de façon insuffisante, et que c'est très dur, mais on n'est pas resté non plus ni indifférent, ni les bras croisés. Et là, c'est pas une génération qui a du mérite par rapport à une autre, parce que là, c'est une chaîne de solidarité naturelle absolument indispensable. Naturelle, on ne sait pas, mais en tout cas, elle est là. Ça, c'est sûr. Rosa Méziane, est-ce que les jeunes doivent arrêter de se plaindre ? Forcément, j'aime pas la formulation, mais je vais rejoindre Rafik Smati, en tout cas dans son désir d'avenir et de création, parce que c'est surtout ce que j'ai... Pardon ? Non, pardon. C'est ce que j'ai pu entendre, en tout cas. Par contre, moi, je me réjouis, bien évidemment, qu'on ne soit pas en temps de guerre ou post-guerre, et qu'effectivement, certaines générations ont eu à vivre pire que nous. Mais est-ce que notre seul critère doit être la guerre ? Est-ce qu'on doit forcément regarder les pays où c'est moins bien ? Enfin, l'art d'être français, c'est aussi de critiquer ce qui va bien, parce que notre objectif, c'est aussi de sans cesse s'améliorer. Moi, j'entends la souffrance, et il faudrait faire attention à ne pas mépriser la souffrance de cette jeunesse sous prétexte que nous ne sommes pas en guerre ou que nous ne sommes pas bombardés, parce que la précarité est grandissante. Je donne des cours, moi, à des étudiants, et ils sont... ça fait 1 an quasiment qu'il n'y a quasiment aucun sens dans leur vie. C'est-à-dire que les cours s'enchaînent à distance. Mais c'est intéressant ce que vous dites tous les deux. Est-ce qu'on peut comparer, mais la crise sanitaire, ce qui s'est passé en 39-45, ceux qui étaient jeunes à cette époque-là et ceux que vivent les jeunes aujourd'hui ? Non, mais ça n'a pas de sens. Ça n'est pas ce que je fais d'ailleurs. Non, c'est pas ce que je dis non plus. Ce que je veux dire, c'est que chaque génération a plus ou moins, mais rend compte des très grandes épreuves différentes de ce qu'on connaît et auxquelles il faut tâcher de trouver des réponses, ce qui n'est pas toujours facile. Et que, alors là où il y a en plus un sentiment que je comprends d'ailleurs, d'injustice en fait aussi, c'est que il y a 2 générations précédentes, la génération de l'après-guerre et la génération des 30 Glorieuses, qui elles ont connu plus de facteurs d'espérance que d'anxiété. Et que là, on retrouve une situation qui est terriblement anxiogène. Je voudrais préciser quelque chose d'important, parce que ce que vous dites sur la crise actuelle que traverse notre jeunesse, vous avez évidemment raison. Et je m'y retrouve, et je l'ai même dit d'ailleurs sur ce plateau à plusieurs reprises, et je l'ai même écrit. Le sujet, c'est que nous parlons d'une génération. Une génération, c'est 80 ans ou 100 ans. Et ce que je vous dis, c'est pour ça que je ne m'inscris pas dans l'idée qui consiste à dire qu'il y a un sacrifice générationnel. C'est que je sais que les 30 ans qui sont devant nous sont 30 ans. Si on réussit, avec l'activisme qui est le vôtre et avec les millions de jeunes que nous avons dans notre pays, si on réussit à se saisir de tous ces enjeux, qu'ils soient écologiques, scientifiques, culturels, entrepreneuriaux, regardez bien, 1 million de créations d'entreprises quasiment en France chaque année. Quel potentiel de transformation, c'est quand même extraordinaire. C'est Nicolas Bouzou, l'économiste, qui dit à juste titre que nous sommes possiblement, alors ça peut être paradoxal que de dire ça maintenant en pleine période de Covid, mais nous sommes peut-être à l'aube de nouvelles 30 glorieuses. Et ces nouvelles 30 glorieuses, c'est pas ma génération qui en profitera, c'est la vôtre. C'est une génération et notre génération, 2050, et notre génération, là où nous avons une mission, c'est que nous devons faire en sorte de vous donner les leviers du pouvoir pour que vous puissiez agir et pour que vous ayez une marge de manœuvre. S'il y a un seul rôle que pourrait avoir notre génération, c'est celui-ci. Parce que le monde de demain, c'est le vôtre. Ouais, mais peut-être leur dire tenez bon plutôt qu'arrêtez de vous plaindre. Parce que je crois qu'au final, ils ont beaucoup plus besoin d'espoir et de savoir qu'ils peuvent compter sur nous. Au final, que de leur dire arrêtez de vous plaindre. Parce que moi, je trouve ça légitime qu'ils puissent se plaindre. Ils tiendront bon. Psychiquement, c'est très compliqué. Évidemment, mais ils tiendront bon que s'ils ont confiance en l'avenir, que s'ils savent, que s'ils ont la certitude que demain sera meilleur qu'aujourd'hui. Mais ça, c'est absolument pas le cas. Pardon, je suis désolée de ramener tout à... Tant pis, vous direz que je ramène tout à l'écologie, mais là, à un moment donné, c'est quand même... On parle d'une génération qui va avoir 50 ans en 2050. 2050, on parle tout le temps dans les rapports, comme un monde sans nous. En fait, nous, on sera là, on va les avoir, un monde à 4 degrés. Et je sais pas si vous avez pris le temps de regarder à quoi ça pourrait ressembler, mais vraiment, il n'y a pas de quoi espérer. C'est la raison pour laquelle il faut construire des centrales nucléaires. Vous avez raison. Vous avez parfaitement raison. 4 degrés, c'est la hausse de température prévue au cas où tout se passe mal. Faites l'effort d'élargir un peu le débat. Allez, c'est l'heure du verdict. C'est vous qui parlez d'écologie, c'est pas moi. Pas de nucléaire uniquement. C'est l'heure du verdict. Si on parle de réchauffement climatique, ça a quand même un rôle. On va y arriver au verdict, voilà. Convaincu ou pas, Camille ?
Non, il ne faut pas que la jeunesse arrête de se plaindre, il faut l'aider surtout à plus avoir de raison pour se plaindre. Donc je ne peux pas dire qu'il faut que la jeunesse arrête de se plaindre, évidemment, je ne suis pas d'accord. Donc c'est un non. C'est un non. Alain. Je trouve que c'est une mauvaise formulation. C'est une mauvaise façon d'aborder les choses, dire il faut qu'ils cessent de se plaindre. Parce que il est compréhensible qu'ils aient vraiment très envie de se plaindre. Cela dit, ce qu'il faut à partir de ça, c'est effectivement reconstruire et reconstruire très vite. Ça n'est d'ailleurs pas utopique, puisqu'on sait que cette année, on va avoir, contrairement à l'année prochaine, des perspectives économiques qui ne profiteront pas tout de suite à tout le monde, évidemment, mais qui seront nettement meilleures. On pense en tout cas qu'on a les moyens de mettre fin à la pandémie. On ne sait pas si ce sera en septembre ou si ce sera en janvier prochain, mais on dispose de moyens et de sources d'espérance, donc, qui n'existaient pas il y a encore 6 mois. Donc je suis d'accord avec vous sur le fait que maintenant, il faut d'abord penser à reconstruire. Mais je comprends que je reviens à mes 15-25 ans, sont ceux qui se sentent jetés à côté de cette route. Et que de ce point de vue, il faut vraiment les aider autant qu'on peut le faire. Bien sûr. Le verdict donc, Alain? Oui, je n'aime pas la formulation. Alors, mais si vous avez aimé le raisonnement. J'aime les gens constructifs. Donc, je dirais oui, mais sans le slogan. Allez, accordé. Oh, ça passe juste. Convaincu. C'est pareil, je trouve que la formulation est très mauvaise parce que on frôle le mépris générationnel, voire le mépris de souffrance. Et je crois véritablement qu'on doit entendre cette jeunesse, une jeunesse qu'on n'a pas quasiment écoutée depuis 1 an parce qu'on estimait qu'ils étaient privilégiés et qu'ils étaient dans la force de l'âge. Alors à la limite, ils pouvaient se taire par rapport à d'autres qui souffraient bien plus. Sauf qu'on s'est rendu compte que psychiquement ou psychologiquement, c'était dramatique. Qu'en termes de précarité, certains vivent dans un 9 mètres carrés avec aucun lien social et des études dans lesquelles ils n'arrivent même pas à se projeter. Quand on leur parle d'emploi, je crois que c'est encore pire. Certains font la file d'attente pendant des heures pour avoir un repas, même si on a commencé à mettre des repas à 1 euro, mais ça ne concerne pas tout le monde parce que certains sont en alternance, par exemple, et sont d'un côté en chômage partiel et puis de l'autre côté en distanciel. Donc autant vous dire que c'est très compliqué. Donc moi, j'aurais toujours du mal en fait à regarder de manière méprisante en fait la souffrance des autres, naturellement. Mais j'ai quand même envie, parce que je suis quelqu'un de foncièrement positif et j'aime que les gens soient dans des solutions et dans la construction. Et oui, je crois quand même en un avenir meilleur. Je crois véritablement qu'on peut reconstruire l'avenir avec de l'écologie, avec plus d'emplois, avec aussi beaucoup les quartiers populaires qu'on a félicités parce qu'ils étaient les petites mains lors des confinements et qu'on a très vite oublié une fois qu'on a retrouvé un semblant de liberté. Donc oui, je crois en l'avenir et du coup, je vais donner un oui pour l'espoir et un non complet pour la formulation. Ah non, mais il faut choisir, un oui ou non. Je vais quand même dire oui. Oui, voilà. Bon, alors c'est bien. 2 oui, 1 non. 21h41. Peut-on encore aimer célébrer Napoléon alors qu'approche le bicentenaire de sa mort? C'est notre prochain débat. Alain, vous qui avez animé le débat justement entre Benjamin Constant et Napoléon, je crois que c'était en 1800, pardon, je vous taquine. On va vous entendre. Ils ont fini par se mettre d'accord. Pendant les 100 alors, jours, j'ai pas suivi la fin du débat, pour être complètement honnête. Avez-vous regardé ces images-là? Ces images, juste avant de vous entendre, Alain, c'est des images qu'on a récupérées, voilà, de reconstitution en Russie. C'était samedi, reconstitution donc des fameuses batailles napoléonienne notamment. Je crois que c'est ça. J'espère que c'est bien ça qu'on est en train de montrer parce que je ne suis pas un expert. Alain, vous avez 90... En tout cas, ce sont des uniformes russes très contemporains quand même. Ça a l'air. C'est pour ça que je m'inquiète un peu. Bon. Célébrons Napoléon. Oui ou non? 90 secondes pour convaincre. Bon, alors j'ai conscience du fait que ça doit vous paraître très frivole par rapport au sujet que vous avez traité. Bon, mais c'est un débat qui va forcément exister, qui n'éclipsera certainement pas les problèmes des jeunes, mais qui va exister. Et moi, ma position est que oui, il faut oser le célébrer, mais évidemment pas, il ne s'agit pas d'agiographie, il faut le célébrer les yeux ouverts, il faut que ce soit, si j'ose dire, une admiration critique. Alors on sait très bien qu'il y a beaucoup de choses à reprocher à Napoléon, depuis le rétablissement de l'esclavage, jusque l'autoritarisme exacerbé, jusque l'Europe à feu et à sang, jusque sa famille à qui on distribuait des royaumes comme si c'était des petits pains, etc. Mais c'est quand même
le plus illustre des Français, le vrai plus illustre des Français. C'est celui qui a fait rêver le monde entier, à commencer par ses adversaires. C'est un symbole de réussite. C'est la puissance et la gloire à un moment. Alors c'est une puissance qui est cruelle et c'est une gloire qui est militaire, mais pas seulement. Napoléon, c'est celui qui a rétabli un équilibre dans la société après 10 ans de convulsions. C'est celui surtout qui a inventé la France moderne dans ses moindres détails. L'administration, la justice, les lycées, l'université, les religions. Tout ça, ça fait partie de ses acquis. Et puis c'est aussi quand même un des 3 génies militaires de l'histoire avec Jules César et Alexandre le Grand. Et c'est un Français. Le bicentenaire de sa mort, ce sera, sauf erreur de ma part, le 5 mai. Peut-on célébrer Napoléon? Qui veut commencer? Rafik Mathy. Écoutez, merci Alain Duhamel. Merci de dire à une heure de grande écoute sur une grande chaîne de télévision tout le bien, de manière nuancée, que vous pensez de Napoléon Bonaparte, qui a très mauvaise presse en France, et je ne comprends pas pourquoi. D'ailleurs, dans les rues de Paris, vous avez des rues entières qui portent le nom de la Grande Armée, les grandes batailles de Napoléon, mais Napoléon en tant que personnage n'existe pas. Et je crois que ce que l'on vit avec Napoléon, c'est assez révélateur de ce que nous vivons souvent, malheureusement, dans notre pays, cette cancel culture qui consiste à s'auto-flageller, à vouloir refuser certains pans de notre histoire. Voyez-vous, moi je considère que être français aujourd'hui, même si on n'est pas né en France, ce qui est mon cas, c'est accepter toute l'histoire de France de Vercingétorix à Emmanuel Macron, dans ses côtés les plus grands et dans ses côtés les plus sombres qu'il faut regarder en face et parfois même critiquer, mais sans s'auto-flageller. C'est ça, faire nation. Donc oui, Napoléon Bonaparte, c'est un génie de notre histoire. Il doit être célébré. Je suis très contrarié que Jacques Chirac, en 2005, n'ait pas daigné se déplacer à Austerlitz pour le bicentenaire de la bataille d'Austerlitz, qui est la plus belle bataille militaire de tous les temps, c'est un modèle de stratégie. Le président de la République française et son Premier ministre n'y sont pas allés. Je trouve ça tragique, donc merci pour ce que vous avez dit ce soir. Et ça a été encore pire que ce que vous dites, c'est-à-dire non seulement la France n'a pas commémoré Austerlitz, mais en plus la France, la même année, a participé au défilé maritime britannique célébrant Trafalgar, c'est-à-dire la plus grande défaite maritime française de l'histoire, qui a eu lieu la même année qu'Austerlitz. La même année, on a gagné une bataille mythique et on a essuyé une déroute maritime absolue et on a commémoré notre déroute et on n'a pas commémoré notre victoire. Et à l'époque, j'avais d'ailleurs écrit une chronique incendiaire sur ce thème que je ne regrette pas et je crains que ça ne fasse partie des sentiments, des incertitudes des Français et de leurs gouvernants en l'occurrence, parce que c'est les gouvernants qui ont décidé, c'est-à-dire Jacques Chirac et Dominique de Villepin. Et le paradoxe, c'est qu'en plus, Dominique de Villepin est probablement parmi les politiques celui qui connaît le mieux l'histoire de Napoléon. En tout cas, il a signé les livres. Camille Etienne, célébrons Napoléon, oui ou non? Et de quelle manière peut-être aussi? Alors, très honnêtement, vous n'allez pas me féliciter, mais je regardais un petit peu avant de venir en disant il faut que je révise. Et puis j'ai étudié en plus cette histoire un petit peu à Sciences Po Paris. Alors a priori, forcément, là, dans mes études, a priori, quelqu'un qui avait rétabli l'esclavage, j'avais pas nécessairement envie de le célébrer. Mais en fait, je crois que ce que j'ai surtout appris là de cette recherche express, c'était de me rendre compte qu'il faut savoir dire qu'on ne sait pas. Alors je sais que c'est pas du tout le principe de cette émission, vous m'excuserez, mais en fait c'est ça. Foncièrement, j'ai 22 ans et je sais pas tout ce que vous savez. Donc en fait, donner une opinion un peu sur tout, je sais que c'est dans l'air du temps, mais je crois qu'il faut savoir de temps en temps avoir un peu l'humilité de dire je vous laisse faire parce que très honnêtement, j'ai pas assez d'expérience là-dessus pour avoir un avis pertinent. Et il va influencer le débat public et c'est dangereux parfois. C'est aussi comme ça qu'on répand des fake news. Donc la seule chose que je peux faire, c'est sur la célébration d'un homme. La dernière fois sur le plateau, on parlait d'Elon Musk, aujourd'hui de Napoléon. C'est vrai que peut-être que plutôt célébrer un homme, célébrer une époque, un moment, et souvent ce que disait Pierre Manem France, choisir un homme, fut-il le meilleur plutôt qu'une politique, c'est abdiquer. Donc peut-être que c'est simplement ça. Je rappellerai que la personnification et la célébration toujours de grandes figures, c'est pas nécessairement quelque chose qui me parle. L'histoire, quelle importance pour le présent? Non, mais l'histoire, bien sûr. Je parle simplement d'une personnification d'un homme. C'est ça qui me... Mais par exemple, ça serait très utile et même très pédagogique de célébrer quelqu'un comme Ève Curie, qui a été la première femme professeure d'université à la Sorbonne et qui est la seule personne que je connaisse. Mais moi aussi, j'ai mes limites, donc je ne peux pas jurer de ce que je dis, mais qui a eu 2 prix Nobel.
Complètement. en physique En plus, et un célébrer en des chimie. femmes, ça changera un petit peu. Donc, Très chouette. c'est quelqu'un qui mériterait d'être commémoré à la première occasion. Prochaine chronique, on le fait donc sur une femme. Qui a marqué C'est vous qui l'histoire. avez les commandes ici, vous le savez. Fossoyeur de la République, tyran, génocidaire, c'est ce que disent les détracteurs de l'Empire et de Napoléon. Parfois, est-ce qu'il faut célébrer Napoléon ? Moi, je crois que c'est nécessaire de prendre l'histoire dans son ensemble. Et ce qu'a fait M. Duhamel aujourd'hui, c'est qu'il a apporté aussi de la nuance et de la critique aussi dans l'œuvre d'un homme. Mais on ne peut pas nier qu'il a participé à la France d'aujourd'hui, que ce soit dans sa conquête, mais aussi dans la structuration qu'est notre État, administrativement parlant, juridiquement parlant, même dans notre rapport aussi, dans les religions, aussi être en capacité de mettre les religions à leur place. Donc, on ne peut pas, évidemment, parce que l'histoire fait que certains ont aussi une part sombre et une part obscure, comme la question de l'esclavage, du coup, occulter qui ont été ces hommes. Ça me rappelle un petit peu le débat sur le déboulonnement des statues. Donc je crois qu'au contraire, on doit célébrer. Et c'est plutôt désolant d'ailleurs qu'une partie des Français ne maîtrisent pas aussi parfois des pans de l'histoire, parce que c'est notre patrimoine. Et pour aller un petit peu plus dans cette respect, donc c'est un oui, c'est un franc oui. Et pour aller un peu plus... direct au verdict. Oui, mais parce que je pense que c'est bien aussi de dire les belles choses. Et puis, ça me fait penser qu'on doit effectivement célébrer les personnes du passé et de manière plus inclusive. Donc effectivement, célébrer les femmes qu'on a tendance à occulter dans l'histoire. Célébrer aussi la diversité. Très peu connaissent les personnes qui ont été tirailleurs, par exemple. Et puis célébrer... F. Curie était d'origine polonaise. Exactement. Et puis également les vivants, parce que vous avez par exemple Ahmed Kerkour qui se trouve à Reims, qui est centenaire, qui a fait la Seconde Guerre mondiale, qui a fait Indochine, et qui n'est jamais invité par exemple aux célébrations. Donc je pense qu'on doit célébrer bien évidemment les personnages historiques, et puis célébrer les quelques personnes encore vivantes qu'on ne met pas suffisamment en lumière. Je crois que Napoléon d'ailleurs est français à un an près, puisque la Corse était Gênes juste avant sa naissance. Alors ça, il faudrait vérifier, mais je vous fais confiance. C'est un modèle d'intégration. C'est un modèle d'intégration à la française qui est remarquable. Quand il est arrivé sur le territoire métropolitain, il ne parlait pas un seul mot de français. On l'appelait dans son lycée l'Apaillonné. Et il s'est construit en tant que Français et il est devenu le premier des Français. Enfin, en tout cas, même si il a appris la France en arrivant sur le sol de l'Hexagone, non seulement il s'est imposé incroyablement vite, mais en plus il a, ça c'est une évidence, totalement personnifié la France. Et au fond, c'est très bien que quelqu'un qui ait personnifié la France à ce point soit un Français de si fraîche date. C'est au contraire, je dirais que c'est une qualité qu'on ne lui reconnaît pas toujours et qui mérite d'être reconnue. Mais c'est un débat qu'il y a en France et qu'il y a un peu partout sur la planète ces derniers mois. Est-ce qu'on peut célébrer l'histoire, célébrer un homme comme Napoléon, qui a été certes quelqu'un qui a laissé sa trace dans les institutions, dans la façon dont notre société, notre pays est organisé aujourd'hui, en oubliant aussi tout ce qu'il a fait, en oubliant les massacres, comment on le raconte ça, comment on l'intègre dans cette histoire-là? En faisant comme font les historiens britanniques depuis des décennies, c'est-à-dire en adorant leur pays et en n'hésitant jamais à reconnaître les erreurs, les fautes, voire les crimes, et quelquefois plus largement, qu'ils ont commis. Et sans tomber inversement dans ce qui s'est... Ça n'enlève rien à la grandeur de l'homme. Sans tomber inversement dans ce qui s'est passé récemment dans un collège britannique qui s'appelait Churchill et qui s'est débaptisé, qui a décidé de se débaptiser. Churchill avait des idées qui aujourd'hui nous paraissent complètement folles. Il était raciste, il était antisémite, il était colonialiste assumé, d'ailleurs tout à fait fervent. Tout ça est vrai, et c'est quand même le plus grand homme de l'histoire du Royaume-Uni. On ne déboulonne pas la statue Napoléon. Non, mais on la juge. Et de même, on juge Churchill. Et oui, je pense qu'il faut offrir des espaces en fait de critique, mais on ne peut critiquer qu'à partir du moment où on maîtrise en fait un certain pan de l'histoire. Et donc du coup, je pense que les temps de célébration peuvent être des temps où justement on réfléchit et on critique en fait un certain nombre d'éléments. Et il y a un point essentiel aussi. On a parlé, et c'est heureux dans cette émission, énormément de l'avenir. Mais la meilleure façon de construire l'avenir, c'est de regarder le passé et de savoir parfois le critiquer, mais de ne pas le renier, ne pas s'autoflageller. C'est la meilleure façon
l'humanité et un peuple a besoin de personnalités emblématiques, a besoin d'une histoire, a besoin d'un récit. Et c'est précisément peut-être aujourd'hui parce que ce récit national est en train de s'étioler que vous avez une société qui se disloque. Donc Napoléon Bonaparte, 1000 fois oui, fait partie de ce récit national et il en est peut-être l'une des pierres angulaires. Qu'est-ce que serait la France aujourd'hui sans Napoléon ? On aurait peut-être par exemple un régime fédéral au lieu d'avoir un régime unitaire. Après tout, autour de nous, en Allemagne, en Italie, en Espagne, c'est ce qui s'est passé plus ou moins directement. Donc on aurait peut-être ça. On aurait peut-être une attitude vis-à-vis de l'administration, de l'autorité qui serait complètement différente. Ça fait partie de ce qui peut être imaginé. On aurait peut-être un rapport avec les religions très différent de celui qu'on a. Alors, le verdict, messieurs, dames, Camille. Pour si célébration est égale aussi, faire un espace de débat public dans lequel on reconnaît les erreurs et on est capable en tant que société de se poser la question, de reconnaître nos erreurs du passé. Dans ce cas, oui, c'est important de ne pas oublier l'histoire, en effet, parce qu'elle fait l'avenir. Rafik. Oui. Claire n'était précis, Rose. Oh, c'est déjà oui. Alors voilà, c'est ça, j'ai spoilé un petit peu mon verdict. Donc oui, c'est un oui, je pense que l'histoire est importante d'enseigner, mais l'histoire est bien aussi en tout cas les célébrations, elles peuvent donner l'occasion de moments critiques dont célébrons les grandes figures de l'histoire, mais célébrons aussi les figures plus contemporaines, des hommes et des femmes qui ont construit aussi, il n'y a pas si longtemps, notre France. Regardez ce qui s'affiche, c'est une quine, un carton plein, 3 oui, 3 personnes convaincues, bravo Alain, merci à tous les 4 d'être venus. Dans un instant, passeport vaccinal.